Salut les ombres, ici Art et bienvenue dans votre podcast Les ombres LGBTQ+. Pour cet épisode Voix transcendante. Aujourd'hui, nous abordons un sujet particulièrement important, les expériences trans. Nous avons le privilège d'accueillir deux invités extraordinaires qui partageront avec nous leur parcours et leur perspective unique en tant qu'hommes et femmes transgenres. J'accueille tout d'abord mes amis, Bueno et Yuri. Salut guys, vous allez bien? Salut les ombres, salut Art, salut Bueno. Salut Yuri, salut Art. Avant de plonger dans cette discussion, il est essentiel de reconnaître la complexité et la sensibilité de ce thème. Parler des expériences trans noires nécessite une approche nuancée et respectueuse, car il s'agit d'une intersection de plusieurs identités vécues qui peuvent être marquées par des défis et des triomphes uniques. En tant que personne cisgenre, j'ai conscience de la responsabilité qui nous incombe à moi et à mes amis de produire un contenu qui reflète fidèlement ces expériences et qui donne une voix authentique à nos invités. Cependant, nous reconnaissons également que nous ne pourrons jamais saisir pleinement la réalité de ces expériences-là, car elles sont ancrées dans des réalités vécues qui nous échappent. Bienvenue Virgule et Marley, leur voix et leur espérance sont essentielles pour éclairer notre discussion. Merci à vous deux d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Donc, je m'appelle Virgule, j'ai 33 ans. J'habite à Montpellier. Je suis né au Sénégal. J'ai été adopté également quand j'étais enfant. Et donc, j'ai été éduqué par des Blancs. Mais effectivement, ça n'enlève rien à mon expérience en tant que personne noire quand même. Et voilà, j'ai fait mon coming out trans en 2020, juste après le confinement, quoi. Donc il y a 3 ans et quelques. Salut, je m'appelle Marley, j'ai 24 ans, je suis un homme trans non-binaire et j'ai fait mon coming out pareil aussi à peu près en 2020. Je suis originaire de la Guadeloupe et né en France. Et je travaille actuellement comme barman. Quelle a été votre enfance, adolescence, avant de vous rendre compte que votre identité de genre discordait avec le sexe qui vous a été assigné? Comment cela s'est révélé à vous? J'ai toujours su que j'étais un homme trans, mais je savais pas vraiment comment l'exprimer. J'ai grandi avec aucun modèle de personne trans et encore moins des modèles de personnes trans noires. Alors, de mon côté, je dirais que c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai toujours su plus ou moins que j'étais une fille. C'est difficile à expliquer. C'est un ressenti où vraiment pendant toute mon enfance et mon adolescence, moi, j'étais toujours intéressé par ce qui se passait du côté des filles, ce qui intéressait les filles, et puis même les fringues de filles, maquillage, les trucs comme ça, enfin bref, voilà, ce qui est considéré comme étant féminin, mais en même temps pas forcément hyper féminin, mais simplement juste, je me ressentais pas dans cette société comme étant à la bonne place en étant un mec, quoi. Et également, en même temps, j'avais aussi cette injonction de la société à être un mec. Et donc, du coup, je faisais semblant d'être un mec et je faisais pas très, très bien semblant. On va dire, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai fait pas mal de choses, parce que j'ai 33 ans, donc j'ai eu le temps de faire pas mal de choses. Je suis passé par pas mal d'étapes, notamment, c'est souvent un petit peu le cas chez les personnes trans de passer par l'homosexualité ou la bisexualité, choses comme ça, voilà, en se disant bon je suis juste un mec gay ou un mec bi, etc. Et en fait, se rendre compte plus tard que non, c'est pas juste ça, quoi. Il y a au-delà de ça, il y a une identité propre qui est vraiment, parce que moi j'ai toujours été bi ou pan. Je vais pas rentrer dans le débat maintenant, mais j'ai toujours été bi ou pan, et donc du coup j'ai toujours été attiré par tout le monde, donc par tout le monde, potentiellement par tout le monde. Et du coup, ça rentrait pas vraiment en ligne de compte. Et je me suis dit, mais oui, non, mais c'est bon, en fait, au bout d'un moment, j'aimerais bien, en fait, juste pouvoir être une meuf. Bon, sauf qu'entre-temps, il s'était passé pas mal de trucs et j'étais rentré dans les ordres.
Donc, ça a été un petit peu un changement compliqué. Quelle a été la réaction de votre famille quand ils ont compris que vous étiez différent? D'abord, avec moi-même, ça a été toujours un peu un combat de savoir comment je pouvais vraiment l'exprimer avec moi et moi-même. Et avec ma famille, ça a été aussi la guerre, autant qu'avec moi et moi-même. Et aujourd'hui, j'ai plus vraiment de contact avec tous mes oncles et mes tantes, mais ça se passe très bien, enfin, pour moi en tout cas. C'est arrivé tout d'un coup, en fait. C'est quand je me suis barré de chez les curés que, du coup, j'ai dû annoncer à la fois que j'étais une fille et que j'étais pansexuel, quoi. C'est genre, ça a tout été un truc. Et du coup, ben, le truc, c'est que, encore une fois, j'avais 30 ans. Donc, c'était un petit peu c'est fait, quoi. Bon, ben voilà, à 30 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, bah, voilà, ils étaient plus embêtés par le fait que j'avais quitté une carrière où j'avais la sécurité de l'emploi, dirons-nous, et et où j'étais plus ou moins tranquille, nourri, logé, tout ça, voilà. Euh, que le fait que je sois trans, ou que je sois pansexuel, tu vois. C'était plus genre, ah ouais, mais alors du coup, tu vas galérer, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tout ça. C'était plus ça, quoi. Mais voilà. Alors, à partir de quel moment vous vous êtes rendu compte que votre identité de genre ne correspondait pas au sexe auquel vous avez été assigné à la naissance? Ben, en gros, le truc, c'est qu'il y avait le confinement. Et le confinement, ça fait que ben, quand tu travailles dans l'église, ça fait que tu fous rien parce qu'il n'y a personne. Et que du coup, alors oui, on faisait des cérémonies, etc. Parce que bah, il faut quand même faire les cérémonies. Quoi. C'est sûr qu'on va quand même fêter Pâques, on va quand même fêter les trucs, tu vois. C'est normal. Ça, c'est logique. Puis on faisait des vidéos qu'on mettait en ligne pour les fidèles, etc. Pendant ce temps-là, bah, tu as beaucoup de temps en fait pour toi, pour réfléchir. Et aussi, ben, j'étais là, j'étais sur des groupes Facebook ou sur des machins ou des trucs, ou des forums ou des, je sais pas quoi, enfin bref, des gens, des communautés, quoi, sur plein d'autres sujets. Mais le truc, c'est que c'est à ce moment-là où je me suis vraiment retrouvé par des concours de circonstances à voir des personnes trans et ou non binaires qui vivent leur vie, en fait, tout simplement. Et voilà, et qui ont l'air de personnes tout à fait normales. Parce qu'en fait, euh, dans ma façon de voir les choses jusque-là, j'avais quasiment aucune représentation de femmes trans autre que travailleuses du sexe, quoi, en gros, pour faire simple. Hein. Et du coup, j'étais un peu dans l'idée, genre, ouais, non, mais enfin, je sais qu'au fond de ma tête, il y a un petit peu cette idée de peut-être vouloir transitionner, être une meuf, etc. Voilà. Mais c'est pas pour moi, je vais jamais faire ça, quoi. J'ai fait le constat sur moi-même que d'une, j'étais une femme et que je pouvais l'être, en fait, que c'était possible. Et deuxièmement, que c'était pas bien de rester dans l'église parce que je serais un mauvais prêtre, en fait. Et du coup, c'est ça qui m'a décidé en même temps à dire, ouais, allez, c'est bon, on y va, on fait ça. Je ne serai pas cardinal, mais on y va. Et de mon côté, j'ai pas comme a dit virgule, on fait semblant avant de pouvoir faire son coming out et d'être sûr. On s'est dit que c'est pas pour nous. Moi, j'ai toujours su. Et après, j'ai fait semblant pendant une longue période. Et après, j'ai finalement fait mon coming out. Peu importe la réaction des autres en face, si elle était bonne ou mauvaise. J'ai toujours une famille un peu dysfonctionnelle, donc les rapports n'étaient pas très cordiaux. Et j'ai perdu certains amis à moi suite à mon coming out. Et maintenant, je suis entouré par pas mal d'amis qui me soutiennent au quotidien, tous les jours. Ça, c'est cool, ça fait plaisir. Comment est-ce que le processus de transition s'est passé pour vous? Euh, Pour mon coming out en société, c'était assez compliqué au début. Les gens n'ont pas totalement compris au début. Après, j'ai pas voulu passer par un psychologue ou un psychiatre pour pouvoir prendre les hormones, commencer les hormones. C'était obligatoire quand j'ai commencé.
J'ai vu un médecin généraliste après qui m'a donné de la testostérone pour commencer. Et, et il y a un an, j'ai fait ma torsoplastie. La torsoplastie ou mammectomie, je préfère l'appeler torsoplastie pour moi. C'est l'opération du torse d'un torse non plat à un torse plat. Il y a deux façons aussi d'être opéré, c'est en double incision, donc autour des tétons et en dessous de la poitrine. Et en périaréolaire, c'est juste autour des tétons. J'ai eu un peu de temps pour m'y faire. Ça a pris presque un an et demi, parce que j'ai dû récolter les fonds par une cagnotte. Et une fois que j'avais tous les fonds, j'avais déjà commencé à faire des rendez-vous à l'hôpital avec le chirurgien. Sa secrétaire m'a dit qu'on pouvait, une fois que je lui ai viré les fonds, elle m'a dit qu'on pouvait opérer la semaine d'après. Ça m'a stressé. Du coup, j'ai demandé la semaine encore après. Et après, j'ai fait l'opération. Et en me réveillant, j'ai demandé juste est-ce que c'était fait, c'était bon. Après, j'étais super content. Ça aurait pu être pris en charge par l'ALD, c'est l'affectation longue durée. C'est ce qu'on a quand on a soit une maladie sur le long terme, soit quand on entame une transition médicale. Mais enfin, je sais que c'est beaucoup plus long l'attente quand on passe en public, donc pris en charge par l'ALD, que en privé quand on me donne de l'argent. Et je devais partir en vacances pas longtemps après, et je voulais absolument faire cette opération pour me sentir bien. J'étais une semaine en soutane et la semaine d'après, je commençais à récupérer des fringues de meuf. Hein. Enfin, c'est allé très très vite pour ça. Au niveau donc de la transition sociale, psychologiquement, j'étais déjà full meuf dans ma tête tout de suite. C'est-à-dire que ça s'est vraiment passé directement. J'ai fait genre, c'est bon, allez, je suis une meuf, et voilà, et je fais des trucs de meuf, etc. Même presque plus au début, parce que tu sais, tu surcompenses un petit peu, quoi. Et donc, voilà, maquillage, machin, s'épiler, ceci, ça, etc. Maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Hein. Genre, je me suis pas rasé les jambes depuis 3 ans, depuis 2 ans. Et puis, niveau de la transition médicale, dirons-nous, au début, je suis allé voir un psy, moi, mais parce que c'était un psy que je savais très favorable et qui, du coup, m'a fait une attestation très rapidement au bout de 3 rendez-vous. Et puis voilà, comme ça, au moins, c'était réglé. Et puis ensuite, j'ai commencé les hormones, donc œstrogène et bloqueur de testostérone. Il y a quoi? Bah, ça va bientôt faire 2 ans. Ouais, c'est ça, oui. En août, ça fera 2 ans. Au niveau des opérations à proprement parler, je ne sais pas exactement ce que je compte faire. Là, pour l'instant, mes, mes boobs, ils poussent plutôt pas trop mal. Voilà, ça se passe plutôt pas trop mal de ce côté-là. Mais effectivement, probablement, à un moment donné, je vais peut-être faire une opération d'augmentation mammaire, peut-être. Et pour ce qui est de ce que toutes les personnes cis sont obsédées sur est-ce que tu vas faire l'opération. Quand ils disent l'opération, tu sais très bien de laquelle ils parlent. C'est est-ce que tu vas te faire retirer le service 3 pièces. On va voir, peut-être, je n'exclus pas, notamment parce que rien que déjà retirer le service 3 pièces, sans même parler de faire une vaginoplastie, c'est-à-dire se faire un néovagin, ça demande quand même un petit peu plus d'investissement, hein, puisque c'est cher, c'est dangereux un petit peu, et ça demande pas mal de soins après. Mais par contre, rien que le fait déjà de se faire enlever ce qu'il y a en bas, déjà, ça a fait que tu produis plus de testostérone, quoi. Donc, c'est déjà pas mal. Ça aide. Mais je ne sais pas encore. J'y vais à mon rythme et on verra bien. Moi, j'ai une ALD, donc, comme disait Marley. Donc, c'est-à-dire que je suis reconnu comme étant une personne transgenre par la sécurité sociale, quoi, en gros, pour faire simple. Et que donc, du coup, j'ai toute une batterie de choses qui sont normalement prises en charge. Effectivement, comme disait Marley aussi, c'est pour ce qui est effectivement du suivi psychologique ou des hormones, etc., ça ne pose aucun problème. Pour ce qui est des opérations, on n'est pas prioritaire, quoi. Donc, on
ça peut prendre pas mal de temps. Voilà. Tandis qu'effectivement, si tu vas directement voir un chirurgien dans le privé, bah, tu vas raquer, mais ça va aller plus vite. Est-ce que pour vous, l'opération est une étape importante dans le parcours de transition? Alors, c'est super important de dire ça. Effectivement, la transidentité, c'est en toi. C'est-à-dire que j'étais pas moins une meuf quand j'étais, entre guillemets, petit garçon, ou quand j'étais, ben, monsieur l'abbé, quand j'étais dans le clergé, ou voilà quoi. Ou la première semaine où j'ai commencé à m'habiller en meuf, il y a absolument aucun, enfin, il y a que toi qui peux décider à quel moment tu considères que tu es bien dans ta peau, quoi. C'est tout. C'est ça, c'est juste, est-ce que tu te sens bien? Ben voilà, c'est bien. Tu sais, genre, parce qu'il y a souvent l'idée de genre, de dire, est-ce que tu as fini ta transition? Bah, je sais pas, peut-être. Euh, c'est toi qui décides si tu as fini ta transition. Ta transition, c'est toi qui décides à quel moment tu considères que tu es bien. Voilà, c'est tout. Aucun passage par un acte médical n'est obligatoire. Comme, comme disait Virgule, c'est toi avec toi-même qui décide de qui tu es, enfin qui sait qui tu es. Et personne n'aura quelque chose à dire. Mais c'est vrai que les opérations sont assez lourdes. Une fois que votre transition avait été entamée et peut-être terminée, quelles sont les différentes difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Euh, pour moi, je considère que ma transition ne sera jamais terminée parce que je reste une personne trans pour le reste de ma vie. Je pense prendre des hormones jusqu'à la fin de ma vie. Donc, voilà. Euh, oui, bah pareil, hein, je pense a priori, il y a de bonnes chances que je prenne des hormones jusqu'à la fin de ma vie aussi. Bah, du point de vue administratif, c'est un peu compliqué et encore, j'ai encore rien fait au niveau administratif, genre changer de prénom officiellement ou changer de genre officiellement. Mais je sais que c'est un calvaire, quoi. C'est une horreur parce que bah, c'est long et c'est chiant. C'est compliqué. Et après, une fois même que tu as fait ces démarches-là, il faut que tu fasses des démarches auprès de tous les gens qui ont ton identité. C'est-à-dire, ça peut être, je ne sais pas moi, la Sécu, les assurances, je ne sais pas, même la carte de tram, on n'en sait rien, quoi. Enfin, à chaque fois, c'est pas juste ah bah c'est cool, maintenant sur ma carte d'identité, c'est marqué mon vrai nom et c'est marqué que je suis une meuf. Très bien. Maintenant, il va falloir le prouver à toutes les autres administrations. Je dirais que les membres de ma famille, c'est allé pas trop mal. C'était plus, comme je dis, c'est plus le fait que je sois parti du clergé qui a été un problème. Mais le côté transidentité, c'est allé assez vite. C'est simplement que, bon, bah, après, ils faisaient pas forcément des très grands efforts. Je parle de mes parents en particulier pas forcément de très grands efforts pour me genrer correctement ou pour m'appeler virgule, etc. Ça, c'était un petit peu plus, ça a mis du temps. Maintenant, ça commence à être pas trop mal. Et par contre, je tiens à dire, parce que souvent, c'est un truc que les gens disent parfois sur la transidentité et sur les questions générationnelles, que, ben, en fait, souvent, les personnes plus âgées, ça passe mieux que tes propres parents. Tu vois, c'est genre tes grands-parents, ça peut passer mieux que tes propres parents. De mon côté, j'ai vécu dans une famille où je grandissais qu'avec mon père et ma petite sœur. Il a toujours dit qu'il a élevé que deux filles, il aura toujours deux filles. Et juste après ça, il a déménagé et je lui ai dit que bah, maintenant qu'il y a la distance et que tu m'appelles Marley ou tu m'appelles pas du tout. Et je pense qu'il a eu peur de perdre son enfant. Et donc, il a fait l'effort de m'appeler correctement, de me genrer correctement. Puis, c'est passé comme ça. Alors, très souvent,
beaucoup font la confusion entre identité de genre et identité sexuelle. Est-ce que vous pouvez leur expliquer concrètement c'est quoi la différence entre les deux? Alors, l'identité de genre par rapport à l'orientation sexuelle, ça n'a rien à voir. C'est totalement deux choses différentes. Euh, C'est-à-dire que il faut pas s'imaginer, par exemple, que toutes les femmes trans sont nécessairement des hommes gays avant, voilà, ou que ou tous les mecs trans sont des lesbiennes qui ont juste poussé le truc plus loin, etc. C'est vraiment totalement rien à voir. Au niveau du genre lui-même, bah, c'est en fait, c'est simplement que tu as la sensation que tu pourras jamais être toi-même heureuse dans le rôle qui t'a été assigné dans ce monde, en fait, dans cette société. C'est-à-dire que ce sera jamais toi, tu vas toujours devoir faire semblant. Et donc, c'est pour ça, au moment donné, tu dis merde, je vais juste être moi-même. Et si moi-même, c'est un jour de porter un jean basket et l'autre jour de porter un super rod avec des talons, voilà, quoi, ça c'est moi. Et, et ça, encore une fois, c'est pas uniquement une question d'esthétique ou de corps, c'est une question profondément de qui tu es et de comment tu te sens. C'est-à-dire que, par exemple, on parle souvent du sujet de la dysphorie de genre. C'est pas obligé d'avoir de la dysphorie de genre pour être considéré comme transgenre. C'est-à-dire que c'est pas la dysphorie de genre, c'est le fait de ne pas être en accord avec ton corps. Hein, donc, de considérer que ton corps, il est dégueulasse parce que tu as un pénis si tu es une meuf trans, ou etc., des choses comme ça. En fait, tu n'es pas obligé d'avoir de la dysphorie de genre. Tu peux juste vouloir être et vivre en tant que femme sans nécessairement détester ton corps. C'est, oui, comme disait Virgule, chaque dysphorie est différente. Et après, j'ai l'impression qu'une fois que les gens comprennent qui on est réellement après le coming out, qu'ils attendent quand même quelque chose, même que la société attend qu'on soit comme ça de telle manière parce qu'on a fait le coming out. C'est pour réussir à se détacher des codes de société pour pouvoir aussi avancer et ensuite que les autres le comprennent également. À partir du moment où vous avez décidé de faire votre coming out, de vous assumer auprès de votre famille, votre entourage, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez dû faire face dans ce même cercle? J'ai l'impression que les choses ont évolué et elles évoluent vraiment très lentement. C'est compliqué de parler avec certaines personnes du sujet de la transidentité, enfin, je pense. Oui, alors effectivement, oui, non, ça très, très bien de le rappeler, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis femmes trans lesbiennes qui, du coup, enfin, dire devant la société, enfin, pour les gens qui comprennent rien à la transidentité, les voient comme, en gros, des hommes déguisés en femmes, quoi, euh, qui, du coup, bah, aiment les femmes, quoi. Et du coup, genre, parce que le problème, c'est que ça leur pète le cerveau à ces gens-là. Hein. Parce que, non, mais si tu veux t'habiller en femme, c'est parce que t'es pédé. C'est tout, quoi. Forcément, t'es pédé. Et genre, bah, alors, en l'occurrence, je suis Gwyn, parce que je sors avec des filles et que je suis une femme. Euh, mais du coup, dans ta façon de voir les choses, ben non, j'ai juste toujours aimé les femmes et c'est tout, quoi. Et voilà, et ça changeait rien à ça. Voilà. Deuxièmement, par rapport à ce qu'on disait sur l'acceptation de la société, etc. En fait, je dirais que il y a un truc, il y a une mauvaise compréhension qui est faite par les gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Je parle pas des gens qui sont hostiles, hein, je parle vraiment des gens de Monsieur Tout le Monde, tout ça, qui a juste vu un article dans Le Monde ou un reportage sur TF1, tu vois. Voilà, qui croient qu'il y a une espèce de multiplication des personnes trans, une contagion, limite, c'est le grand transplacement. Et donc, c'est ça le truc. C'est que de plus en plus de gens, et notamment de jeunes,
qui ressentent ça fondamentalement dans leur identité et qui l'ont toujours ressenti, ça, c'est pas la question, mais qui se rendent compte qu'en fait, c'est possible de vivre et même de vivre normalement. Pas forcément au banc de la société, pas forcément dans la précarité, la prostitution ou quoi que ce soit, tu vois. Et te dire genre, ah, en fait, je peux une personne transgenre dans ce monde, en fait. C'est possible. Et voilà. Et pour finir, je dirais, un truc qui est assez intéressant, c'est que on dit, ouais, il y a de plus en plus de personnes transgenres de partout. Mais en même temps, il y a de plus en plus d'acceptation. C'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que, à la fois, effectivement, il y a plus de visibilité, mais du coup, il y a effectivement plus d'acceptation par le commun des mortels. Les gens sont de plus en plus habitués à voir des personnes transgenres à la télé, au cinéma, même dans la vie de manière générale, puisque voilà, il y en a de plus en plus qui sortent en Pride, etc. Aussi, qui sortent de manière générale, en fait. Mais en même temps, les gens qui nous détestent de plus en plus. Parce que, comme on est de plus en plus visible, ils considèrent qu'il y a une invasion des personnes transgenres et donc, ils sont encore plus vénères. Il existe pas mal d'idées reçues autour de la transidentité dans le milieu du sport à haut niveau. Pas mal de cas ont fait la une dans l'actualité. Quel est votre avis sur la question? Je voudrais rappeler que le sport à haut niveau est très contrôlé. Tout est contrôlé au niveau du sang, au niveau des hormones, au niveau de tout ça. Et les femmes trans qui font du sport professionnel en tant que femmes, c'est des femmes qui sont sous prise d'hormones et qui ont le même taux d'oestrogène et de testostérone qu'une femme cisgenre peut l'avoir. Donc, il y a aucune supériorité, en gros, de la part d'une femme trans plutôt qu'une femme cisgenre. Il n'y a aucun avantage, quoi, tu veux dire. Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais moi je peux confirmer, hein, depuis que que je suis sous oestrogène, j'aime autant vous dire que je ne sais plus ouvrir un bocal de cornichons. Je dirais que en fait, le truc, c'est que c'est fondé dans de la misogynie, en fait. C'est-à-dire que c'est fondé sur le fait que non, de toute façon, les femmes, elles sont moins fortes que les hommes, et c'est tout. Donc, si tu débarques avec un corps qui est né mâle, entre guillemets, eh ben, tu es forcément plus fort qu'une meuf qui est née femme, quoi. Donc, c'est tout. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de truc, parce qu'en fait, ça réinstaure toujours l'idée que, en gros, la femme à la cuisine, si elle veut faire du sport, c'est avec ses copines, et c'est tout. Et en fait, il y a pas, il y a cette idée que nécessairement la femme est faible. Et du coup, y a-t-il une différence entre un homme trans et une femme trans vis-à-vis de l'exposition à la violence? Je pense que les femmes trans vivent plus de transphobie dans la société. C'est encore plus compliqué d'évoluer par rapport à un homme trans. Tout ce qui est masculin est plus accepté dans la société que ce qui va être féminin. Ben, en fait, je dirais, déjà, il y a deux choses. Déjà, c'est plus, avec les hormones et compagnie, c'est plus facile d'avoir un passing. Alors, passing, ça veut dire le fait d'être perçu comme le genre qu'on veut être perçu. Donc, c'est plus facile d'avoir un passing féminin, un passing masculin en tant que mec trans que d'avoir un passing féminin en tant que femme trans. C'est plus facile parce que bah, les hormones masculines, donc la testostérone va faire que tu vas avoir de la barbe qui va arriver, plus de masse musculaire éventuellement, la voix qui va tomber, etc. Donc voilà. Et donc, bon, bah, il peut être éventuellement une ambiguïté, les gens, dans le regard des gens, mais généralement, ils vont se dire juste, ah bah, c'est un petit mec pas très viril, éventuellement, si c'est pas trop, si c'est pas encore, si t'es pas encore à la grosse beubare, tout ça, voilà, on va se dire, c'est juste un petit mec pas très viril. Tandis que généralement, quand tu es une meuf trans,
à part vraiment te faire bien ravaler la façade, etc., ou avoir déjà naturellement des traits qui aident vraiment au passing, tu vas facilement te faire repérer, quoi. Sans compter la voix, parce que la voix, bah, par définition, les mecs trans, effectivement, la testostérone, ça va leur faire leur voix va muer, tandis que nous, notre voix ne mue pas, enfin ne démue pas, quoi. Genre, elle va rester comme elle est, sauf que après, on peut faire, il y a plein de trucs, on peut faire de l'orthophonie pour la changer, etc. Voilà. Si vraiment il y a une dysphorie au niveau de la voix, je considère qu'il vaut mieux privilégier l'orthophonie d'abord. Si vraiment l'orthophonie, ça ne marche pas, éventuellement, mais alors vraiment, je dis, ouais, en dernier recours, renseigne-toi bien sur les chirurgiens, etc. Voilà. S'ils ont un bon record sur ce qu'ils ont fait avant, s'ils ont pratiqué ce genre de trucs plusieurs fois, tout ça, quoi. Les résultats et tout ça, quoi. Parce que, bon, faut faire gaffe. Tu n'as pas envie de Mm. juste perdre ta voix, quoi. Oui, je l'ai vu par rapport à des amis qui sont femmes trans, c'est plus compliqué pour elles d'évoluer dans la société plutôt que moi quand j'ai fait mon coming out et que j'ai commencé les hormones, même si j'ai pas changé tous mes papiers, c'était plus facile de trouver un travail, de trouver un appartement, alors que beaucoup d'amis femmes trans qui galèrent au quotidien en fait, qui se font agresser aussi dans la rue quand j'étais à côté, enfin, plein de choses comme ça. Oui, bah, c'est-à-dire que, bah, tu sais, genre, moi, par exemple, je suis une femme trans de 1,90 m quasiment. Bon, bah, oui, tu passes pas inaperçu, quoi. Et en parlant d'agression, effectivement, bah, c'est marrant parce que j'ai pas fait grand-chose, j'ai pas changé grand-chose, mais j'en ai moins que ma première année de transition, où vraiment, j'avais pas encore fait d'hormones ou quoi que ce soit, puisque je les ai eues qu'un an après. Mais pendant toute ma première année, où c'était juste une transition sociale, je crois que je me suis fait agresser quoi, 20 fois, quelque chose comme ça. Ouais, entre les gens qui me menacent de m'ouvrir de haut en bas, des menaces de viol, des menaces au couteau, des choses comme ça, oui. C'était une chouette année, ouais. À travers ce que tu décris, virgule, quand tu parles des agressions que tu as eu à subir, ce qui est quelque chose à ne pas minimiser et dur à vivre au quotidien, et surtout quand tu évoques la partie agression sexuelle, j'ai du mal à cerner la cohérence parfois dans certains de leurs propos, ce qui ramène souvent à de l'hypersexualisation ou de la fétichisation dont font souvent l'objet les personnes transgenres. Oui, j'ai travaillé pendant 3 4 ans dans le milieu gay du Marais en tant que barman, mais j'ai été soit, soit fétichisé, soit détesté parce que j'étais un homme trans. C'était soit l'un, soit l'autre. Il n'y avait pas d'entre deux. Et beaucoup de savoir, bah, comme disait Virgule tout à l'heure, est-ce que tu as fait l'opération? J'ai eu pas mal d'attouchements et tout, savoir ce que j'avais entre les jambes, alors que clairement, c'est pas le rapport, mais c'est pas le sujet. Plusieurs choses comme ça. C'était assez compliqué aussi de sortir un peu de ça. Même si tu sais que tu reçois de la violence, c'est compliqué de partir de ce truc. Il y avait des trucs positifs qui m'ont été apportés, et pas mal de trucs négatifs aussi de l'autre côté. Donc, j'étais un peu entre les deux. En fait, tu as deux profils principaux. Tu as le mec hétéro, généralement, qui peut être intrigué par l'idée de personnes trans, enfin de femmes trans, etc. Et de se dire, ah là, c'est excitant, etc. Probablement aussi peut-être à cause du porno ou des trucs comme ça, quoi. Et qui peuvent trouver ça exotique. Et alors en plus, si t'es noir, bon, bah, en plus, il y a l'exotisme de la personne noire, tu vois, donc en plus, donc fétichisation x2. Euh, et puis, il y a aussi les mecs gays euh, qui, en fait, te considèrent pas vraiment comme une meuf. Donc, du coup, sont là, genre, ouais, bah, de toute façon, c'est bon, quoi, t'as une bite, donc c'est bon, t'es un mec, quoi. Donc, on peut considérer que ça reste comme d'habitude, quoi. Mais en même temps, avec un petit truc différent, voilà, quoi, au niveau des vêtements, au niveau de ci, au niveau de ça, l'esthétique. Moi, j'ai arrêté
plus ou moins hein, de relationner avec des mecs cis, de manière générale. Donc, moi, c'est femme trans, mec trans, personne non binaire, femme cis aussi. Mais voilà, les mecs cis, j'ai un petit peu arrêté parce que bon, les 2 dernières fois où j'ai relationné avec des mecs cis, ça s'est pas très bien passé. Donc, À travers vos récits, on peut comprendre qu'il y a une déclassification sociale pour Virgule et une promotion sociale pour Marley, et que vous avez quitté ou rencontré la misogynie, l'hétéronormativité ou autres maux de la société. Comment avez-vous vécu cela? De mon côté, je suis passé d'une place de pas tellement privilégiée en tant que femme, entre guillemets, à une place qu'on considère dans la société comme privilégiée. Et j'ai essayé de jouer le jeu au début, après mon coming out, d'être un peu l'homme dans toute sa normativité sociétalement. Et ça, j'ai très vite arrêté de le faire. Et ma façon de penser, ma façon d'agir, de m'habiller, de parler, je sais qu'elle dérange les gens. Au début, ça me posait problème. Aujourd'hui, j'ai complètement sorti de tout ça et moi, ça me dérange pas. Eux, si ça les dérange, ça reste pas mon problème. Donc, je fais comme j'ai envie de faire. Donc, ça me laisse personne et que moi, ça me plaît. moi, quand j'ai commencé à sortir en meuf, bah, c'est là que j'ai vraiment compris ce que voulaient dire les meufs quand elles disaient avoir peur de rentrer chez soi le soir seul, quoi. Parce que, ouais, effectivement, avant, moi, j'avais la peur du. Je pouvais avoir peur de rentrer chez moi en passant dans des quartiers qui craignent ou quoi que ce soit, etc. En mode, genre, bon, bah, la peur de bourgeois de se faire voler son portefeuille, quoi. C'est à peu près ça, quoi. Mais pas la même peur que la peur de meuf, quoi. La peur de. Tu rentres chez toi et tu sais pas ce qui va t'arriver, etc. Et où tu commences à avoir des réflexes que tu n'avais jamais avant. De genre, ah, attends, il est quelle heure? Ok, je vais passer par où? Prévoir exactement. Ok, ça va me prendre combien de temps? À quelle heure je vais passer à tel endroit? Ok, attends, je vais peut-être faire un détour parce que là, ça craint peut-être. Et ça, c'est des trucs que j'avais jamais connus avant, quoi. J'ai fait un crash course de féminisme en 2 secondes, quoi. Genre en 2 semaines, c'est bon, c'était réglé cette affaire, hein. J'avais ma bombe de poivre dans le sac. Est-ce que vous pensez que c'est encore plus difficile en tant qu'afrodescendant? C'est un sujet qui est assez douloureux parce que effectivement, euh, ben, c'est pas forcément dans les frères et sœurs de couleur qu'on va trouver les meilleurs alliés, quoi. C'est-à-dire que honnêtement, il y a un petit peu 2 écoles. C'est ceux et celles qui vont considérer que on est des démons et des abominations, etc., qui généralement vont être vraiment hostiles et qui vont dire que de toute façon, on a attrapé la maladie des Blancs. Hein. Voilà, parce que bien évidemment, l'homosexualité, la transidentité, tous les trucs voilà, tous les trucs de la mafia de l'alphabet, là, c'est des maladies de Blancs. Donc ça, voilà. Et tu vas avoir aussi toute la team je vais te harceler avec Jésus. Il y a une incompréhension qui est vachement plus répandue parce qu'il y a beaucoup moins de visibilité, en fait, tout simplement. Et que, en fait, comme justement aussi, il n'y a pas assez de personnes trans noires qui sont mises en valeur, bah justement, ça propage cette idée que c'est un truc de blanc. Je dirais que oui, clairement. Pour mon exemple, j'ai grandi seulement dans une famille, dans ma famille antillaise. Je suis métissé Guadeloupe et France. Je connais pas le côté blanc de ma famille et j'ai l'impression oui, que l'information n'est pas transmise aux personnes racisées, aux personnes noires, surtout les personnes antillaises non plus. Et j'avais l'impression qu'ils avaient 20 ans de retard sur la question de, de, de la société. Ça n'existait pas, que, comme disait Virgule, que c'était un truc de blanc. Que pas du tout, en fait. Et j'ai l'impression que les choses commencent à évoluer pour tous les genres, que les personnes commencent de plus en plus à s'exprimer, à faire de la visibilité, même si ça peut être dangereux. Après, ça peut exposer.
mais que ça fait du bien, ça aide d'autres personnes et qu'on commence à reprendre un peu de force. Si aujourd'hui, on a quelqu'un qui nous écoute, qui est par exemple dans le même cas que vous, ou qui se recherche encore dans sa recherche de soi ou sa recherche d'identité de genre, quel message pourriez-vous lui passer aujourd'hui? Je dirais qu'il faut prendre le temps de bien penser à tout, que nous aussi, ça peut être compliqué de se outer, le coming out aussi n'est pas obligatoire, que ça ira, et puis que si à un moment tu te out d'une certaine manière, toute évolution est possible. Enfin, c'est pas rien n'est fixé dans le temps, que ça ira. Dans la commu, on a quand même un certain nombre, c'est un peu un buffet, hein, on a un peu tout un panel d'identités qui peuvent exister. Eh ben, c'est pas grave, tu te dis, bon ben voilà, par exemple, tu es là, genre, ouais, je pense que je suis non-binaire. Eh ben, ok, tu te définis comme non-binaire, tu dis aux gens que tu es non-binaire si tu as envie, évidemment. Et du moment que toi-même, tu sens que tu en as besoin de le révéler, tu le révèles. Si c'est juste, pour l'instant, par exemple, en tant que femme trans, de pouvoir t'habiller comme tu veux, juste dans un contexte privé chez toi, ou éventuellement avec des amis, ou voilà, eh ben, ce sera ça. Et peut-être que ce sera ça pendant des années, au moment où tu auras la confiance en toi nécessaire pour le montrer au monde. Ou peut-être pas. Vraiment, personne peut définir ton parcours à ta place. C'est toi-même qui décides de ce que tu veux exprimer à l'extérieur. Tant que tu sais ce que tu es à l'intérieur, c'est ça le plus important. Et voilà les amis, nous arrivons à la fin de cet épisode de Voix transcendante, consacré aux expériences transnoires. Je tiens à exprimer ma gratitude envers nos invités exceptionnels, Virgule et Marley, pour avoir partagé leurs réflexions profondes et leurs histoires inspirantes. Nous espérons sincèrement que cette discussion a permis de mettre en lumière les défis spécifiques auxquels font face les personnes transnoires, ainsi que les formes de résilience, de force et de fierté qu'elles manifestent dans leur parcours. Avant de nous quitter, je tiens également à remercier tous nos auditeurs qui ont suivi cette conversation avec attention et empathie. Votre soutien et votre ouverture d'esprit sont essentiels pour favoriser une meilleure compréhension et une société plus inclusive. N'oublions jamais que la diversité des expériences et des identités enrichit notre monde et nous permet de grandir en tant qu'individu, en tant que collectif. Sur ce, je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui. Restez à l'écoute des ondes LGBTQ+, pour découvrir d'autres discussions captivantes et inspirantes. Prenez soin de vous et des autres, et continuons de faire entendre les voix qui transcendent les frontières.